Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et de cliquer également sur la petite cloche de façon à être mis au courant de nos nouvelles recettes. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau direct Facebook où ce soir je vais réaliser des macarons à la griotte. Alors, pas griotte, on va faire un petit confit de griotte qu'on mettra à l'intérieur du macaron et je vais faire une ganache montée qui sera, elle, au kirsch. Le kirsch étant une eau-de-vie de cerise. Donc pour commencer, nous allons faire les coques de macarons et nous avons besoin de blanc d'œuf. Nous avons 2 pesées de blanc d'œuf, c'est-à-dire 37 grammes précisément. Prenez de préférence des œufs, des blancs d'œuf qui sortent de la coquille d'œuf et non pas des blancs d'œuf qu'on vend aux professionnels qui sont en bidon. J'ai remarqué que ça fonctionnait moins bien. Par contre, en prenant des blancs d'œuf coquilles, je vais les appeler comme ça, laissez-les vieillir un petit peu dans le frigo. Donc vous les clarifiez 2-3 jours avant et vous les laissez bien vieillir dans un petit pot bien fermé. Et lorsque vous allez faire la recette, il vaut mieux les utiliser à température ambiante. Donc sortez-les 1 heure avant. Il nous faut également de la poudre d'amande. Alors moi j'utilise de la poudre d'amande extra fine qu'on appelle poudre d'amande spéciale macaron qu'on vend sur Meilleur du Chef. La poudre d'amande normale est un peu plus grossière. Dans ce cas-là, il faudra la mixer si vous utilisez celle-ci. Du sucre glace. Les deux mélangés, parce qu'ils sont à poids égal, donnent un temps pour temps, donc 50% de l'un et 50% de l'autre. J'ai un petit peu d'eau, parce que je fais mes macarons avec une meringue italienne, donc meringue avec un sucre cuit. J'ai le sucre pour ma meringue, et j'ai la seconde pesée de blanc d'œuf pour faire donc cette meringue. Donc on va commencer tout de suite à faire cuire le sucre. Alors ici j'ai 25 g d'eau que je mets dans la casserole. Je mets toujours l'humidité en premier, donc l'eau en premier, ou le glucose en premier s'il y en a, ici c'est pas le cas. Et je vais y mettre mon sucre en poudre. Alors on met l'eau en premier pour que le sucre en fait soit entièrement humidifié et qu'il ne reste pas de zone sèche en dessous de l'eau. Si on mettait le sucre en premier, il pourrait y avoir des zones sèches. Là, comme ceci, on est sûr que tout le sucre est humidifié. Et je vais le faire donc cuire gentiment jusqu'à l'ébullition. Et lorsque l'ébullition sera atteinte, je vais le faire monter jusqu'à 118 degrés. Alors, en parallèle, on va monter les blancs d'œuf en neige. Le but du jeu étant d'obtenir nos blancs qui sont montés lorsque le sucre atteint 118 degrés. Alors, il faut juste être un petit peu synchronisé. Il n'y a rien de bien difficile. Donc, on va gentiment les faire monter à vitesse lente. On va commencer à les faire mousser gentiment. Vous voyez, j'ai 37 grammes, c'est très peu. Donc c'est une quantité minimum. On ne peut pas aller en dessous. Sinon les blancs, vous n'allez pas réussir à les monter. Et je pense à dégrafer mon fouet de façon à ce que celui-ci gagne un petit demi-centimètre, qui descende un petit peu et qui ramasse mieux mes blancs. Voilà, je commence à vitesse modérée et mon sucre est en train de commencer à frémir. Pendant ce temps, je vais mettre donc dans mon cul de poule la poudre d'amande et le sucre glace. Ça pourrait être un temps pour temps acheté tout fait ou fait par vous-même. Je mélange bien. Donc je répète, si vous utilisez la poudre d'amande normale, il faut la mixer avant un petit peu au robot. Et je rajoute donc la seconde pesée de blanc d'œuf. Et je vais mélanger à nouveau pour obtenir une texture assez épaisse. Voilà, là c'est la base de notre pâte à macarons. Il ne faut plus qu'il y ait du tout d'éléments poudreux. Donc je baisse un petit peu mon sucre, qu'il n'aille pas trop vite. Et là je vais utiliser un thermomètre pour vraiment contrôler la température. On ne doit pas dépasser 118 degrés. Alors la quantité est très réduite, ça va aller très vite. Donc là on reste vigilant. Vous voyez, mes blancs sont presque montés. Et mon sucre est à 111 degrés. Je vais l'atteindre très vite.
Alors, lorsque le 78 degrés est atteint, on retire la casserole du feu et la cuisson va continuer malgré qu'elle est plus sur le feu. Et en fait, le fait de stopper la cuisson et de le transférer dans la cuve du batteur, les 3 petits degrés qui nous manquent, parce que la vraie température c'est 121 degrés, on les aura atteints. Donc là je suis à 116, 117, hop, j'arrête. Donc je retire ma casserole du feu, je laisse un petit peu débuler, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de bulles à la surface du sucre. Et là je vais l'incorporer en le faisant couler sur la paroi interne de la cuve dans les blancs. Voilà, et là je vais obtenir donc une meringue italienne avec un sucre cuit. J'accélère le batteur et je laisse battre jusqu'à ce que la meringue soit entièrement refroidie. Voilà, je vais mettre ça un petit peu de côté, on va laisser battre gentiment. Pendant ce temps, on va continuer notre mélange ici, qu'il soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est tout. Pendant que ma meringue refroidit, je vais la colorer. Alors pour cela, j'utilise un colorant rouge et un colorant violet pour obtenir une teinte qui ressemble bien sûr à la griotte, qui est notre fruit ce soir. Et on va y aller par petites touches. C'est comme le sel ou le poivre, quand il y en a trop, on ne peut pas l'enlever. Dans le colorant, quand il y en aura trop, on ne pourra pas le retirer. Donc il vaut mieux en mettre peu et en rajouter. Alors quand je mets mon colorant, j'arrête le batteur. Parce que sinon, je vais avoir des surprises de projection de colorant. Et mon colorant, je veux qu'il s'intègre à la meringue et non pas qu'il se colle sur les parois. Alors le but c'est d'obtenir un violet légèrement rouge, légèrement rougi, tout en sachant qu'à la cuisson la couleur va se perdre un petit peu, ça va pâlir, donc attention à ça. Il vaut mieux être un petit peu plus coloré, accru, pour avoir vraiment la teinte qu'on veut après cuisson. Voilà, je suis à 33 degrés, 34, je vais arrêter là. Alors ce soir ça va très vite parce qu'on a des petites quantités. Si vous faites une meringue italienne avec beaucoup de blanc d'œuf, ben, la masse fera que ça va mettre du temps à refroidir. Là ce soir vous voyez en 3-4 minutes, la température est retombée à 32 degrés et c'est une température ambiante. Alors on a une question, pour savoir si le colorant est du colorant hydrosoluble ou liposoluble. C'est de l'hydrosoluble. Ici nous n'avons pas de corps gras dans cette pâte. En dehors de la matière grasse qui se trouve dans l'amande, on ne peut pas considérer ça comme un corps gras. Donc et vous voyez bien, j'ai mis mon colorant dans la meringue. La meringue c'est que du blanc d'œuf, donc en grande partie de l'eau et du sucre. Donc si je veux mon colorant se dissout correctement, je prends de l'hydrosoluble. Et de préférence en poudre, parce que si on prenait du colorant liquide, on modifierait en fait l'apport en humidité dans la pâte et on aurait une texture plus souple. Et on risque d'avoir des soucis après, d'un point de vue rendu, après cuisson. Et on a également Eric qui nous demande si il faut verser le sucre cuit quand les blancs sont bien montés ou oui. quand ils ont commencé à mousser. Non, non, il faut qu'ils aient moussé, qu'ils soient presque fermes. On peut verser le sucre avant qu'il soit bien ferme, mais mousser c'est pas suffisant. Il ne faut plus qu'on voit la texture jaunâtre du blanc d'œuf. Il faut vraiment qu'on ait une masse nuageuse et toute blanche. Mais en effet, on peut verser le sucre avant que ce soit entièrement monté.
on va dire à 90%. Monté à 90%, on rajoute le sucre. Voilà, ici je ma meringue. Donc j'ai fait un violet un peu pâle. J'ai fait des coques en amont dont je me servirai à la fin de la recette, qui sont peut-être un peu plus roses. Ça, après chacun dose comme il veut. C'est un petit peu selon chacun. Donc j'ai ma préparation amande, sucre, blanc d'œuf cru, ma préparation meringue italienne, et on va mélanger ces deux éléments. Alors ces deux éléments, ce mélange s'appelle macaroni. Alors c'est un terme qu'on entend partout, qui fait peur à beaucoup de monde parce que on se dit c'est à ce moment-là que j'échoue mes macarons, que ma recette ne réussit pas. Oui, il y a une importance de bien mélanger, bien sûr, la préparation, mais il n'y a rien de sorcier pour autant. Donc, pas de panique. On va juste rajouter un tout petit peu de meringue, donc au mélange amande, blanc d'œuf et sucre. Et là, je vais mélanger gentiment, sans prendre de précautions particulières. C'est juste pour détendre la préparation et obtenir quelque chose d'homogène et souple. Concernant le colorant, est-ce qu'on peut utiliser du colorant liquide? Je viens de dire que non. Je le déconseille. On peut, mais je le déconseille. Ça risque de fausser la recette et vous risquez d'avoir un souci à la cuisson, soit la colorette qui ne se forme pas, soit... Enfin, c'est déconseillé. Et je préconise de mettre donc du colorant en poudre dans la meringue pendant qu'elle est en train de refroidir pour que les particules de colorant, les molécules de colorant, soient vraiment bien dissoutes. Si je le rajoutais maintenant, j'aurai des molécules de colorant qui ne seront pas dissoutes et j'aurai mon macaron qui sera certes coloré, mais il y aura des taches de colorant, des pigments, et ça ne va pas être joli. Donc ça, veillez bien à ce que le colorant soit bien dissous. C'est important. Voilà, donc là je vais mélanger environ un quart de ma meringue pour avoir une préparation homogène et plus souple qu'elle ne l'était juste avant. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter donc le restant de ma meringue. Voilà, on corne bien, c'est un peu important. Et je vais finir le travail, non pas à la maryse, mais à la corne. Dans la corne, tout le monde connaît ça. Un petit ustensile en plastique souple qui permet de bien racler dans le récipient et de bien ramasser toute la matière et de ne pas faire de perte en fait. Voilà, je corne bien ma maryse. Et là, je vais ramasser donc la préparation. Et là, je macaronne, c'est ce qu'on appelle macaronner. En fait, je mélange tous les éléments ensemble de façon à obtenir une préparation homogène. Plus je macaronne, plus ma préparation s'assouplit. Alors là, bien sûr, c'est l'œil de l'expert qui parle. C'est un ressenti qu'il faut avoir avec l'expérience. Vous allez y arriver très facilement. Il faut avoir une texture qui soit coulante, mais pas trop, pour que le macaron ne s'étale pas lorsqu'on va le coucher sur la plaque, sur le papier sulfurisé. Donc il faut que ça se tienne, faut que ce soit coulant tout en se tenant. Et ça, on le ressent en mélangeant, on voit la texture qu'on obtient. Et petit à petit, avec l'expérience, vous allez vraiment obtenir cette habitude-là. Voilà, je vais bien au fond ramasser, qu'il ne reste pas de préparation non colorée. Bon, ici, je fais une toute petite quantité. Une petite quantité qui va me permettre quand même de faire... on va les compter, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 50 coques. Entre 40 et 50 coques, je pense. Voilà, là ma pâte est prête. Vous voyez, je n'ai pas mélangé beaucoup. J'ai une préparation homogène. Et pour moi, elle est prête à être pochée et à mettre en cuisson. Donc, j'ai pris une poche à douille dans laquelle j'ai mis une douille unie, d'un diamètre 1 cm. Et là, je vais donc la remplir. Alors, on nous demande aussi, qu'est-ce que vous pensez des macarons avec une meringue française? Alors, il y a deux écoles. Moi, j'aime la recette à la meringue italienne parce que je la réussis mieux.
D'autres vont vous dire qu'ils préfèrent la recette à la meringue française. Voilà, c'est à vous de vous faire une opinion. Vous obtiendrez des macarons dans les deux cas. Mais j'avais encore hier une personne qui me parlait de macarons et, sur Internet, sur Facebook. Et elle me disait, moi je fais ma recette avec la meringue française. Malheureusement, elle avait du mal à les réussir. Donc je lui ai conseillé de faire la meringue italienne. Bon, j'ai pas eu de nouvelles pour l'instant, mais je pense qu'elle va essayer. Alors, pour moi, c'est l'italienne la meilleure. Mais faites-vous votre opinion, il faut le tester. Il ne faut pas vous contenter d'écouter mon avis ou l'avis de d'autres chefs. Faites l'expérience une fois dans votre vie et après adoptez une recette une fois que vous avez trouvé la bonne. Donc voilà, ma pâte est dans la poche à douille. Je vais prendre une plaque, même 2 plaques à pâtisserie. Et je vais coucher donc mes coques sur du papier sulfurisé. Pour m'aider, donc ça c'est quand on n'a pas l'habitude à la maison, j'utilise un silpat. Alors le silpat, je pourrais bien sûr pocher mes macarons directement dessus, mais moi je préfère le faire sur un papier. Je trouve que la cuisson se déroule mieux. Donc je m'en sers seulement de guide et par transparence, je peux voir les empreintes, les alvéoles et ainsi bien doser mon macaron pour essayer d'avoir des macarons les plus réguliers possibles. Voilà, donc je tiens ma poche bien à la verticale et je presse avec ma main droite si je suis droitier ou main gauche si je suis gaucher et j'arrête de presser lorsque mon macaron est formé et je fais un petit quart de tour rapide pour couper le filament de préparation et je fais ainsi de suite tous les macarons. Je vous laisse regarder. Donc vous voyez, j'ai un appareil très souple. Cependant, quand je coupe mon lien, en faisant le petit quart de tour, mon macaron, il se tient. Il ne continue pas à s'étaler. Donc là, la texture est très bonne. Voilà, pour pocher les macarons, on prend son temps. On ne fait pas la course à la maison. On prend son temps, gentiment. Il n'y a rien de bien compliqué. Et vous aurez le geste parfait en vous entraînant, il n'y a pas de secret. Voilà, je fais toute la plaque. Voilà, dès que j'atteins le bord du trait noir, j'arrête de pousser sur la poche. Et voilà. Et lorsque je suis arrivé à ce stade-là, je fais glisser gentiment ma feuille sur ma plaque de cuisson. Alors ici, j'utilise une plaque de cuisson qui est ajourée, donc qui est perforée sur le fond. C'est mieux parce que la chaleur passe mieux en fait et la cuisson sera meilleure. Je vais faire la seconde feuille de façon à finir ma poche à douille. Donc je positionne comme tout à l'heure ma feuille vierge sur le silpat spécial macaron et je continue. Donc vous voyez la quantité de pâte qu'on avait au départ, qui n'était pas bien grande. Vous voyez les macarons, et on en fait, il y en a encore. On continue. Donc derrière moi j'ai un four à chaleur tournante qui est préchauffé à 160 degrés. Ça aussi prévoyez-le. Bien que les macarons peuvent attendre crus, une fois pochés,
ils peuvent attendre sans souci. Alors là aussi il y a deux écoles. Il y a ceux qui font sécher les coques de macarons crus avant de les cuire et ceux qui les enfournent immédiatement. Moi personnellement, j'ai jamais trouvé de différence. On dit que le fait de les faire sécher, on obtient des coques beaucoup plus lisses. Franchement, en les mettant à cuire immédiatement, j'obtiens des coques très lisses également. Donc faites-vous votre opinion vous-même. Personnellement, je les mets à cuire immédiatement. Alors nous avons énormément de questions aujourd'hui. Ah. Les macarons sont un thème qui intéresse nos internautes. Alors d'abord, on a une question de quelqu'un qui nous demande pourquoi ces macarons penchent toujours d'un côté. Ils ne sont jamais droits. Donc, alors, vous avez une idée? Ça peut venir des œufs, peut-être les œufs trop froids, ou alors ça peut être aussi la ventilation de votre four. La ventilation a une influence sur la cuisson. Ça peut être sur la cuisson d'un cake, la cuisson d'un macaron, et c'est en fait le vent qui circule dans votre four. S'il est trop fort, eh bien, vos macarons vont être un petit peu perturbés. Donc, et également, j'en parlais tout à l'heure, les blancs d'œufs en bouteille, chose que je n'utilise pas pour les macarons. Je prends que des œufs coquilles, donc des blancs d'œufs que je casse. Parce que j'ai remarqué que justement, le macaron avait tendance à partir un petit peu en travers et que le résultat final n'était pas celui que j'attendais. Donc voilà ce que je peux dire. Ensuite, on a une autre question d'Eric qui nous demande comment avoir une belle collerette bien droite et qui ne s'étale pas. C'est le macaronnage. C'est une question de macaronnage. Donc ça, avec l'expérience, vous l'obtiendrez. Il faut une pâte souple, mais qui ne s'étale pas. Vous voyez, j'ai une pâte qui est très souple. Elle reste même un petit peu marquée en surface. On voit la trace de la poche, mais à la cuisson, tout ça, ça va se lisser. Et il ne faut surtout pas donc que la pâte s'étale. Hein. Donc ça, c'est le macaronnage. En remuant, de préférence avec une corne, comme je l'ai montré, ça marche mieux qu'avec une maryse. On appréhende mieux, on ressent mieux la pâte. Et là, vous n'aurez pas de mauvais résultats. Ça peut venir aussi du four. Alors là, c'est difficile à contrôler. On a tous des fours ménagers à la maison. Même moi ici, j'ai des fours ménagers, c'est volontaire, hein, pour ne pas qu'on me dise oui mais chef, vous avez des fours professionnels, donc c'est normal, vous n'y arrivez, pas nous. Non, j'ai des fours ménagers comme vous à la maison, mais les résultats peuvent varier d'un four à l'autre. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le maîtriser. Donc je vais enfourner mes coques, enfin mes plaques, tout de suite. Donc j'en ai une à mi-hauteur. Et l'autre, je vais la mettre donc en dessous. Et je vais mettre la minuterie pendant 12 minutes. Ensuite, nous avons encore des questions. De Dany par exemple, qui nous demande si on peut cuire les macarons au four traditionnel. Oui, chaleur tournante. Et... à 160 degrés. Et donc, est-ce qu'on peut les cuire aussi à chaleur statique et pas ventilée? Alors, moi je suis pour la chaleur tournante ou ventilée, il y a différents termes. En général pour la pâtisserie. Je cuis tout en chaleur tournante, j'obtiens de meilleurs résultats. Donc mes fours ne sont pas à chaleur statique, donc je ne peux pas le tester. Mais faites le test de votre côté. C'est Dany, je crois, tu m'as dit le prénom? Tout à fait. Dany, faites le test de votre côté et vous pouvez nous faire un commentaire après sous la vidéo sur Facebook en nous disant le résultat que vous avez obtenu. Mais malheureusement, je ne peux pas le tester et vous dire ce que ça va donner. Et enfin, quand vous avez mis les macarons au four, vous n'avez pas tapoté la plaque sur le plan de travail? Non, parce que j'ai une pâte qui est lisse. C'est vrai, il y a des personnes qui, soit ils font tomber la plaque sur le plan de travail et clac, ça les lisse, soit on tape sous la plaque pour vraiment rendre régulier la surface. Mais là, j'ai une pâte qui a une très bonne texture, donc tout ça, ce sont des petits gestes inutiles avec cette recette-là. Il n'y a pas que la recette qui joue, il y a aussi le tour de main, je suis d'accord avec vous, mais bon, mais c'est bien de le préciser, c'est vrai que généralement, on le voit un petit peu partout, il faut soit taper la plaque sur le plan de travail, soit taper avec la main dessous, histoire de bien régulariser la surface. Et la cuisson, vous avez dit combien de temps et quel degré? 12 minutes à 160 degrés. Voilà. On va poursuivre maintenant avec la ganache. Alors la ganache est une préparation qui est à faire la veille. Bon, ici on est en live, on est dans un concept un petit peu inhabituel qu'à la maison.
Mais lorsque vous faites ces macarons à la maison, essayez de faire la ganache la veille, qu'elle repose bien, ça serait bien au frigo, de façon à ce qu'elle puisse bien monter. Alors, pour faire notre ganache, il nous faut, on va commencer par du chocolat blanc. Alors, chocolat blanc, j'utilise chocolat blanc cacao barry, le chocolat Zéphyr, qui est un chocolat blanc désucré, donc qui apporte moins de sucre à notre préparation et qui est intéressant. C'est un chocolat de couverture, donc très bon produit. Nous avons également de la crème fleurette. Les proportions, vous les aurez sur la recette, ne vous inquiétez pas, dès ce soir, elle sera en ligne sur le site. Vous tapez macaron à la griotte et vous le trouverez. Je crois que l'intitulé exact, c'est macaron griotte, kirsch griotte. Voilà. Donc de la crème fleurette à 35% de matière grasse. N'allez pas en dessous des 35%, sinon ça sera trop maigre et la ganache ne montera pas. Et ici, j'ai un petit peu de kirsch donc, pour aromatiser notre ganache. J'ai commencé par faire chauffer donc, ma crème donc, dans une casserole tout simplement. Voilà, je ramasse bien toute la préparation avec une maryse de façon à ne pas modifier les proportions. Parce que si on en laisse la moitié dans le pot, ça va être embêtant. Alors c'est un détail ce que je vous dis, mais c'est important parce que beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Et si on transvase la préparation 2-3 fois lors de sa réalisation et qu'on ne corne pas bien le récipient à chaque fois, et bien à la fin on se retrouve avec des proportions faussées et bien souvent on peut avoir une recette qui est ratée pour cette raison-là. J'ai ici également un petit saladier. Je vais y mettre mon chocolat au fond. Alors si vous n'avez pas du chocolat en pistole, que c'est du chocolat en plaque hachée, ben vous le hachez bien fin de façon à avoir des petites particules qui vont fondre rapidement avec la chaleur de la crème. Et dès que la crème sera rentrée à ébullition, on va retirer du feu, verser sur le chocolat et on va laisser asseoir les pistoles dans le saladier, c'est-à-dire qu'on va les laisser fondre naturellement avec la chaleur de la crème. Ça, on va le laisser pendant 45 secondes, 1 minute. Et lorsque cette minute sera passée, on va commencer à émulsionner, c'est-à-dire qu'on va mélanger par le centre, petit à petit, et incorporer progressivement la crème fleurette. Quand on parle de crème fleurette, il s'agit d'une crème liquide, donc à 35% de matière grasse. On peut aller jusqu'à 30%, ça marchera, mais pas en dessous. Je le répète, c'est important. Et également, n'essayez pas de le faire avec de la crème fraîche épaisse, vous n'aurez pas le même résultat. C'est la crème qu'on utilise en fait pour faire la chantilly et qu'on trouve facilement en grande surface. Beaucoup de personnes me disent j'en trouve pas. S'il n'y en a pas en grande surface là où vous habitez, allez chez le fromager ou le crémier, il va vous en procurer. Voilà, l'ébullition est atteinte, donc je stoppe le feu et je verse la crème, comme je viens de le dire, sur les pistoles en un seul bloc, enfin en une seule fois. Voilà, et j'ai juste secoué un tout petit peu mon saladier de façon à ce que toutes les pistoles soient immergées, donc en dessous du niveau de la crème. Et là, elle commence à fondre gentiment. Je vais mettre ça là. Donc, mes macarons sont en train de cuire. La petite collerette est présente. Tout va bien. D'ailleurs, concernant la cuisson des macarons, on a quelques questions à ce sujet. Notamment, on a Angelina qui nous demande, quand elle fait cuire les macarons à 160 degrés, sa coloration vire. Pourquoi? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une déperdition de couleur. C'est pour ça que si on veut vraiment des macarons avec une couleur vive, il faut forcer un petit peu sur le colorant. Donc vous aurez des macarons un peu pétards en couleur avant cuisson et on a toujours une perte de coloration. Même avec les colorants spéciaux qui sont faits pour les macarons, des fois on a des surprises, surtout avec le noir. En voulant faire du noir, on obtient souvent quelque chose de bleuté. Alors attention à ça. Mais oui, il y a une déperdition, donc Angelina, c'est une très bonne remarque. Et si on l'appréhende en amont, en forçant un petit peu la dose, eh bien, vous n'aurez pas de surprise. Et vous aurez vraiment la couleur que vous voulez. Voilà, donc là, la minute est passée. Je commence à mélanger gentiment par le centre, de façon à incorporer, donc à mélanger le chocolat et la crème fleurette. Donc là, on fait une ganache montée, c'est-à-dire une ganache par définition, c'est toujours de chocolat
qui soit blanc, noir, au lait, et de la crème. Et lorsque j'obtiens donc ma ganache, je la laisse reposer pour qu'elle durcisse, pour qu'elle cristallise, en fait, que le chocolat cristallise et qu'elle devienne épaisse et qu'on puisse la travailler. Ici, je l'aromatise avec du kirsch. Donc, eau-de-vie de cerise. Ici, j'ai mis pour les proportions 100 g de chocolat, 200 g de crème et 15 g de kirsch. Et est-ce qu'on pourrait remplacer le kirsch par quelque chose d'autre? Par ce que vous voulez. Ici, on fait à la griotte, donc imaginez que vous fassiez ces macarons à l'orange. Vous feriez un confit, on va faire un confit juste après, un confit ou une marmelade d'orange, et vous pourriez mettre du Grand Marnier dans votre ganache. Voilà, l'orange, le Grand Marnier étant une eau-de-vie d'orange, ça marchera très bien. Il y a différentes possibilités. Il ne faut pas se calquer vraiment à ce que je fais là. Moi, je fais la griotte et le kirsch ce soir. On peut faire 50 variations sans aucun problème. Voilà, le mélange est fait. Donc c'est vite fait, c'est à faire la veille, surtout. Il faut bien que ça prenne le froid maintenant. Donc on va le couvrir avec un papier film au contact, toujours, pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme à la surface. Et donc on le met au frigo. Minimum 4 heures et maximum, il n'y a pas de maximum, mais dans l'idéal, une nuit. Voilà, donc Gaëtan, quand je vais donner ça, tu vas le mettre dans le frigo et on verra plus tard pour la suite. Autre étape, nous allons faire maintenant le confit, donc confit de griotte. Pour cela, il me faut de la purée de griotte, il me faut du sucre et il me faut de la pectine NH. Alors, appelez selon les fabricants pectine NH ou pectine NH nappage. C'est la même chose, donc c'est une pectine qui va permettre de rendre gélatineux, en fait, de donner du corps à notre purée de griotte qui est ici. Alors pour cela, nous allons commencer par faire chauffer notre purée de griotte. Alors qui dit purée dit c'est le fruit mixé, tout simplement, avec une adjonction de sucre à hauteur de 10%. Donc pour 1 kg de fruits mixés, on rajoute 100 g de sucre. Voilà, c'est les purées que l'on vend, que ce soit de chez Cap Fruits ou de chez Ravi Fruits, le principe est le même. Et vous pouvez le faire en cette saison, vos purées de fruits vous-même avec des fruits frais. Dans ce cas-là, pensez à rajouter le petit 10% de sucre. Donc ici c'est de la griotte. Alors si vous faites de la purée de griotte vous-même, pensez à passer au chinois pour enlever les peaux de cerise et vraiment de ne conserver que la pulpe. Sinon vous aurez plein de petits morceaux noirs et ça ne va pas être aussi sympathique. Voilà, je mets à chauffer et je vais y rajouter environ la moitié du sucre. Pour les quantités, j'ai 175 g de purée de griotte, j'ai 50 g de sucre, donc j'en mets environ 25 g, on fait à vue d'ailleurs, c'est à peu près. Si c'est pas précis, c'est pas grave. 25 g de sucre dans ma purée et les 25 autres grammes de sucre, je vais les mélanger à ma pectine. Alors, préférez la pectine NH, évitez d'utiliser de la gélatine, vous pouvez, mais ou de l'agar-agar, vous aurez une texture différente. Alors, j'attends déjà la question, est-ce que la pectine NH est importante ou est-ce que je peux changer par une autre pectine? Oui, c'est important, ne changez pas. Ayez toujours votre petit pot de pectine NH qui est utilisé très fréquemment en pâtisserie. Et on le vend en petit pot de 150 grammes si vous en voulez. C'est pas des pots d'1 kg, c'est pratique pour vous à la maison. Donc utilisez-la. Voilà, donc j'ai mélangé, vous avez pu le voir peut-être à la caméra, mon sucre et ma pectine. La pectine doit être incorporée à la purée de fruits mélangée à du sucre pour éviter la formation de grumeaux. Ça c'est très important. Donc lorsque l'ébullition ou le frémissement est atteint, je peux verser mon mélange pectine-sucre tout en mélangeant avec le fouet de façon à bien dissoudre la pectine et le sucre dans la préparation. Et je continue la cuisson. Donc je veux atteindre l'ébullition, là j'y suis, et je maintiens cette ébullition pendant 1 à 2 minutes. C'est indispensable pour activer les propriétés de la pectine. Il nous reste 7 secondes de cuisson, ça tombe bien, on a bientôt fini ici.
Donc il faut activer les propriétés 1 à 2 minutes de cuisson, très important, sinon la gélification ne va pas se faire. Donc pensez à bien maintenir cette ébullition. Voilà, on mélange bien, on n'a pas de problème de grumeaux, parce qu'on l'a bien dissous avant avec, mélangé avec le sucre. Et selon la texture que l'on veut obtenir, d'un point de vue confit de griotte ici, on peut prolonger la cuisson un peu plus ou un peu moins. Alors si on réduit la cuisson, on aura un confit souple, et si on prolonge un petit peu la cuisson, eh bien, il y aura concentration, donc une pectine un peu plus ferme. Un confit un peu plus ferme. Voilà, là je dois être à 1 minute passée de cuisson. Je vais stopper la cuisson et le débarrasser dans un petit récipient. Pour qu'il se gélifie. Alors si vous faites tout le même jour, vous pouvez le laisser sur le plan de travail, dans un coin, à température ambiante. Il va gélifier tout seul, au bout d'un petit moment. Sinon, vous pouvez le faire également la veille, un petit peu comme la ganache, et vous la laissez dans le frigo jusqu'au lendemain. Donc je filme également au contact. On ne laisse pas d'air entre le papier film et le confit. Et là, on va le mettre donc au frigo jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Tiens, Gaëtan. Je vais sortir par contre de suite mes macarons, parce que j'ai stoppé la sonnerie, mais ils sont encore dans le four. Alors vous voyez, ils se sont éclaircis légèrement. Là j'ai je pourrais appeler ça un vieux rose. Et donc j'ai des macarons qui sont beaucoup plus clairs que tout à l'heure. Donc on peut en revenir au côté colorant. Regardez, j'ai même ici un reste de pâte crue. Donc on peut peut-être bien distinguer avant, ou ici avant, après. Vous voyez, on a une déperdition quand même, ils étaient beaucoup plus violets lorsque la pâte était crue. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tous les cas, sachez qu'il faut doser un peu plus le colorant avant la cuisson pour essayer de conserver une couleur correcte. Moi j'avais fait des macarons il y a quelques jours. Vous voyez, j'avais été beaucoup plus fort d'un point de vue colorant. Je suis dans un rouge beaucoup plus vif. Bon, ça c'est un détail, hein. C'est une question de dosage. Donc, et c'est une bonne façon de vous montrer les résultats qu'on peut obtenir selon le dosage que l'on met. Donc pour ceux-là qui sont chauds, je vais les laisser de côté et je vais travailler avec ces macarons que j'ai fait l'autre jour. Ces coques à macarons qui sont d'un rouge un peu plus violacé. Gaëtan, je vais te demander d'aller me chercher s'il te plaît la ganache qui est dans le frigo. Donc j'ai fait une ganache en amont, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait ce temps de pause. Et maintenant on va la monter. Donc on va la monter au batteur. Et on va la mettre, alors il va arriver avec la cuve. Voilà, je l'ai déjà transférée dans une cuve qui elle aussi était au frigo, donc elle est bien froide. Ma ganache qui est bien froide. Et on va la monter, donc tout simplement, avec un fouet. Et là, on va essayer de faire une ganache pas trop ferme, de façon à ce qu'elle reste souple et qu'elle ne devienne pas granuleuse. Donc la consistance est un peu épaisse, c'est normal, hein. Le chocolat s'est figé, la crème s'est raffermie. Et là, on la monte comme une chantilly. On reste devant, c'est pas l'heure d'aller répondre au téléphone, ni d'aller ouvrir la porte. On surveille.
attendant, je prépare une poche à douille. Voilà, ça commence à monter, à se raffermir. Ça va assez vite. Voilà, j'arrête, je vais vérifier la texture que j'ai en faisant comme ceci tout simplement. Alors au fond, je me rends compte qu'elle est encore un petit peu molle, donc je vais la remélanger et je vais dégrafer en fait mon fouet de façon à ce qu'il soit rabaissé un petit peu comme tout à l'heure avec la meringue italienne et que ça ramasse vraiment toute la préparation. Voilà, je vais vérifier une seconde fois. Voilà, et là, si je vais au fond, on est pas mal. Donc, je vais arrêter de mélanger. Pour le batteur, j'ai terminé. Et là, on est déjà presque au montage, à la finition. Tu vas aller me chercher, Gaëtan, s'il te plaît, le confit de griotte. Donc, que j'ai préparé, bien sûr, en amont, qui fige bien et que j'ai déjà mis dans une poche à douille. Et là je vais prendre donc pour cette poche là une petite douille unie on va prendre, voyons, que je trouve un bon diamètre, ni trop gros ni trop petit, voilà, comme ceci. Alors là je suis sur du, je vais vous le dire précisément, sur du 1,5 cm, donc douille unie, et je vais donc la mettre dans ma poche à douille. Alors on a beaucoup de questions concernant vos coques à macarons qui ont craquelé quand vous les avez sortis du four. Ouais. Comment ça se fait? C'est qu'il y avait un défaut, alors ça peut être un défaut de pochage, qui en fait a déformé le macaron lors de la cuisson. Donc ça peut arriver, vous voyez. C'est pas un problème de pâte parce que le macaron qui est juste à côté, je vais reprendre la plaque qui est ici, tous les macarons qui sont autour, ils n'ont pas craquelé et celui-ci a craquelé. C'est qu'au moment du pochage, il y a peut-être une bulle d'air qui s'est immiscée dans le macaron et qui a fait que ça a faussé la cuisson et donc il a éclaté. Si tous les macarons avaient éclaté, il y aurait eu un souci, mais là il n'y en a que une petite partie, il y en a combien, 4-5 qui ont éclaté, donc bon, c'est pas grave. Et sur l'autre plaque, elle n'a pas du tout éclaté, non, elle n'a pas du tout éclaté. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la préparation. Après, ça dépend du four aussi, ça dépend de beaucoup de choses. De la ventilation, est-ce que la ventilation était directe dessus ou non? Voilà, c'est un petit peu difficile de vraiment définir le pourquoi du comment, mais malheureusement ça arrive. Voilà, donc je vais mettre ma ganache dans cette poche à douille. Donc ganache souple, hein. Voilà, il faut qu'elle se tienne, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, sinon elle va devenir après granuleuse, et ben là on perd le côté gustatif, et puis ça va pas être aussi bien, ça c'est sûr. Donc, mon confit de griotte, donc je vous le disais, on l'avait déjà mis en amont dans une poche à douille. Alors le confit, lorsqu'il est gélifié, vous le récupérez dans le petit saladier, vous enlevez le papier film, vous mélangez avec un fouet, de façon à lisser votre confit. Avec le fouet, ça suffit. Si vous avez un confit vraiment trop compact, vous pouvez le faire avec un petit mixeur, avec l'hélice qui est au fond, ou avec un mixeur plongeant, un mixeur de genre Bamix, de façon à obtenir une marmelade. Et là, vous aurez votre confit qui sera souple. Et j'y ai mis également une douille avec un diamètre de 1,5 cm. Voilà. Donc, nous avons nos deux préparations.
notre ganache au kirsch et notre confit à la griotte. Et ici nous avons nos coques à macarons. Donc nous allons les mettre par paire, c'est-à-dire nous allons les sélectionner selon leur dimension, leur diamètre, de façon à avoir des paires qui soient pratiquement identiques. Il ne faudrait pas, par exemple, vous voyez ici, on a un grand macaron, un petit. Si on les fait jointer, ils ne s'accordent pas parce qu'il y a vraiment une différence de diamètre. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est important. On essaie vraiment de mettre les petits avec les petits, les grands avec les grands. Voilà, de façon à avoir quelque chose d'homogène. Voilà, donc là je l'ai mis 2 par 2. On va faire comme ça. Celui-là ici, et ça comme ça. Voilà. Et on va donc en retourner un sur les deux. Donc il y en aura un, ça sera pour le fond, et l'autre, ça sera pour le dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais venir donc pocher mon confit. Alors je vais commencer par mettre le confit. On pourrait mettre la ganache en premier. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer les deux façons. Alors, première solution, je mets une jolie noix de confit au centre. Alors c'est important de mettre la valeur d'une noix, une petite noix certes, mais une bonne dose quand même, que quand on mange le macaron, qu'on sente ce goût de griotte, que ça explose en bouche, que ce soit vraiment puissant. Vous voyez, s'il a été bien mélangé le confit, mais il est très souple, il se tient, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre la ganache autour. Donc on va dresser une petite collerette. Voilà. Comme ceci. Alors je vais essayer de le laisser poser. Voilà. Hop. On voit bien ce que je fais, Gaëtan? On voit bien. Ouais. Vous pouvez peut-être monter un macaron pour montrer. Oui, alors, attends. Voyons. Non, Hop, comme ceci. Voilà, je dépose une collerette légère de crème au kirsch. Seconde solution, on va faire avec ces macarons là. On dépose une collerette en premier. Et on vient mettre notre noisette de confit au centre. Voilà. Chacun fait comme il veut, selon la façon qu'il trouve la plus pratique. Voilà, comme ceci. Et après, on vient mettre au centre notre confit. De cette deuxième façon, on en met peut-être un peu plus de confit, c'est peut-être mieux que la première façon. Voilà, ça c'est mon avis du moment. Une fois qu'on est arrivé à ça, eh bien, on vient recouvrir gentiment avec la seconde coque et on presse légèrement sans pour autant faire sortir la crème sur les côtés. Donc on presse très légèrement. Hop. De façon à emprisonner le confit. Et donc quand le macaron est terminé, le confit on ne le voit pas du tout. Et quand la personne va croquer dedans, eh bien, elle va avoir la surprise d'avoir cette explosion de griotte. Et ça va être très intéressant lors de la dégustation. Voilà, c'est une petite friandise qui est facile à faire, vous voyez. On a fait ça assez rapidement ce soir. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est assez prisé, le macaron, hein, on en voit partout. Entre les grands pâtissiers qu'on voit sur Paris, et puis toutes les pâtisseries on propose de nos jours. Voilà, vous pouvez les faire, sachez-le, à la maison, sans trop de difficultés. Alors on a eu quelques questions donc, qui nous sont arrivées. D'abord, on nous demande est-ce qu'on peut mettre de la crème de cerise noire à la place du kirsch? Oui. Oui, pourquoi pas.
ça va colorer la crème par contre. On risque d'avoir une crème légèrement colorée, alors que là, elle reste vraiment blanche. Mais bon, c'est un détail. Oui, on pourrait, oui. Ensuite, on nous a demandé également si on peut mettre le colorant dans le temps pour temps, plutôt que dans la meringue. C'est plus difficile à doser, je trouve. Et dans la meringue, comme la meringue est en mouvement, le colorant se dissout. Si on le met dans le temps pour temps, ben, le colorant va rester à l'état sec jusqu'à ce qu'on le mélange avec les blancs d'œufs et qu'on le mélange avec la meringue italienne. Et j'ai peur qu'il reste des molécules de colorant qui ne soient pas dissoutes. Et vous aurez vraiment vos coques qui seront tachetées de points de pigments de colorant. Donc préférez quand même colorer la meringue qui est en mouvement. Donc les particules de colorant vont bien se dissoudre et vont être bien mélangées. Et enfin, on a Nicolas qui nous demande si on peut utiliser des colorants naturels pour les macarons. Alors les colorants naturels, oui on peut, mais là aussi on risque d'avoir des couleurs qui varient beaucoup entre la pâte crue et la pâte cuite. Donc à tester. Voilà, donc j'ai assemblé mes macarons. Je vais juste terminer en pulvérisant un petit peu de colorant en poudre rouge. Alors c'est un atomiseur, tout simplement, de façon à donner un petit côté irisé à la surface du macaron. Vous voyez, ça sort en poudre, c'est très léger. Et puis ça fait son petit effet, un petit peu comme du maquillage, qu'on se mettrait comme un fard à paupières par exemple. Voilà, on a quelque chose de très discret et scintillant. Voilà, comme ceci. Donc pour ce soir, c'est terminé. Est-ce que vous pourrez prendre un macaron pour montrer? Oui, bien sûr. Pour montrer le scintillement, tu veux dire? Oui, et puis la coupe. Voilà. Donc ces macarons peuvent se mettre dans des boîtes spéciales macarons et c'est toujours un plaisir de l'offrir à sa famille ou à ses amis. Semaine prochaine, il n'y aura pas de live exceptionnellement parce que je suis appelé vers d'autres contrées, mais on se retrouve dans 15 jours, ne vous inquiétez pas. Et là, nous allons aborder un sujet qui sera un petit peu plus compliqué. Nous allons faire du wedding cake. Alors, le live risque de durer un petit peu plus longtemps parce qu'il y aura pas mal de préparation. Mais je vous donne tous rendez-vous donc dans 15 jours, toujours le mercredi, à 18h45. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.